C'est drôle, on croit. Bonjour à tous et bienvenue sur un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'homont et cette semaine, comme à mon habitude, je vais vous présenter non pas un entrepreneur mais deux entrepreneurs. En effet, j'ai la chance de recevoir mes amis, mes partenaires, Johan et Aurélien Rigard, deux frères qui ont lancé une société qui s'appelle IT Consultis, qui est une agence digitale. Vous allez voir un petit peu ce qu'il en est. Et ils ont lancé cette aventure-là en 2011 maintenant, ça commence à faire quelques années. Et vous allez voir des choses intéressantes. C'est déjà, comment ils en sont arrivés là. Vous allez voir que ni l'un ni l'autre n'est dans le digital. Aucun des deux n'a un background technique. Il y en a un qui a fait une école de commerce, Johan, et Aurélien qui lui a un diplôme d'ingénieur génie civil. Il était normalement fait pour monter des ponts et créer des buildings dans des villes. Et finalement, tous les deux montent des websites. Alors ils ont une équipe, vous allez voir qu'ils ont beaucoup grossi, ils sont présents aujourd'hui dans 3 pays, ils ont pratiquement 70-80 personnes et à l'heure où je parle et à l'heure où vous écoutez, il y a sûrement déjà beaucoup plus d'employés, ça va tellement vite. Ils sont spécialisés sur la Chine, sur l'Asie de plus en plus, ils ont aujourd'hui une stratégie beaucoup plus globale et ils vont nous expliquer comment ils vont y arriver. Et tout ça a commencé via un problème, une erreur, une sous-traitance d'un projet et qui finalement les a obligés à internaliser une partie des ressources pour un autre projet entrepreneurial qui lui par contre n'a pas survécu. Ils ont décidé de ne pas continuer ce projet-là. Mais par contre, ils se sont rendus compte qu'ils avaient d'autres capacités en interne. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de monter une agence. Ils vont nous expliquer leur parcours, c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont basés en Asie, c'est certain que vous avez déjà entendu parler de IT Consultis, donc je suis très content de pouvoir les avoir de l'autre côté du micro. On parle aussi bien sûr de la problématique de deux frères, de la famille qui travaillent ensemble au jour le jour, qui ont des rôles tous les deux importants, une communauté, comment ils se complètent, comment ils prennent des décisions, qui a tort, qui a raison, est-ce que le grand frère a toujours raison ou pas. Et c'est ce qui donne finalement aussi je pense un côté qui leur a permis de s'en sortir un petit peu différemment au niveau de leur agence et d'être un peu plus résilient, d'avoir un support complètement différent et souvent sans ego et sans problème de hiérarchie on va dire, et ils vont nous expliquer comment ils s'en sortent au quotidien. Donc si vous aimez cet épisode, n'hésitez pas à me le dire, laissez-nous des commentaires, n'hésitez pas à leur dire à eux aussi. Vous retrouvez toutes les informations sur l'article qui illustre cet épisode. Et puis on est présent sur toutes les plateformes. Alors on est bien sûr sur toutes les plateformes de podcast, y compris Apple Podcast, Spotify. Vous retrouverez cet épisode sur YouTube également. Et puis les réseaux sociaux pour continuer la conversation. On est sur Facebook principalement. Regardez Backstage by Next Step et vous allez trouver ça très facilement dans les liens qui vont avec cet article-là. Dans tous les cas, je vous laisse pour l'instant en compagnie des frères Rigard et puis nous on se retrouve à la fin pour un petit mot. Bonjour Johan, bonjour Aurélien. Bonjour Grégory. Ça fait très officiel. Merci. Alors on est dans les bureaux de IT Consultis aujourd'hui. On est vendredi en fin de journée. On a tous eu une grosse semaine après le Nouvel An chinois et c'est la première fois que je fais un interview de 2 personnes à la fois. Et en plus, c'est 2 frères. Et en plus, je crois qu'on peut dire qu'on est de très bons amis et business partners sur pas mal de choses. À peu près. À peu près. On peut dire ça. Ok. Alors il va peut-être y avoir un petit peu d'écho, mais bon, c'est pas très grave. On va commencer simplement, comme d'habitude. Moi, je connais assez bien votre histoire, mais je pensais que c'était hyper intéressant de pouvoir en parler un petit peu avec la communauté, et puis avec ceux qui nous écoutent. Johan, c'est toi qui es arrivé en premier à Shanghai. Comment t'es arrivé ? Pourquoi t'es arrivé en Chine ? Pourquoi je suis arrivé en Chine ? Très bonne question. J'étais en master à Clermont-Ferrand en sciences et métiers de la gestion. Okay. Et j'avais aucune envie de faire ma 2e année de master à Clermont-Ferrand. Donc j'étais en stage en Angleterre et là notre père, il m'a envoyé un lien pour regarder un master 2 à Nantes, business international, option franco-chinois. Ok. Donc j'ai postulé et je me suis dit pourquoi pas, on va voir ce que ça donne et peut-être je serai pris, peut-être je serai pas pris. Et puis la Chine aujourd'hui, c'était en 2005. Ouais. Je me disais peut-être que la Chine, ça peut être 2006 pardon, ça peut être un bon tremplin et puis voir un peu du pays. Et puis j'avais pas forcément envie de rester en France non plus.
Et donc j'ai tenté ma chance, j'ai été pris et le master c'était 6 mois à Nantes. On a cours de chinois, cours de marketing, finance, tout ce que j'avais déjà fait à part la partie chinoise. Et 2 mois de cours de chinois à Pékin, 2 mois de cours à Shanghai et un stage obligatoire de 6 mois en Chine, du coup pour valider le master 2. Donc j'ai fait tout ça. Et à la suite de mon stage, j'avais aucune envie de rentrer en France. J'imagine. Et de là, je me suis dit, il y a des opportunités. Donc j'ai commencé un peu à brainstormer qu'est-ce que je pouvais faire par la suite. Je me suis dit que il y avait pas mal de gens qui faisaient du sourcing trading. Donc je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. Donc c'est comme ça que tu as démarré avec quelque chose qui est finalement assez textbook, où en fait tu es venu faire du sourcing en Chine. En tout cas, tu es resté faire du sourcing en Chine. Je suis resté faire du sourcing en Chine. J'ai un de mes meilleurs potes, il avait son oncle par 3e ou 4e degré qui achetait des vélos en Chine. Et là, il avait un besoin, il n'arrivait pas à communiquer avec l'usine. Donc il m'a dit tiens, voilà l'usine, voilà ce que j'ai besoin. Appelle-les et sors-moi de la mouise. J'ai fait bon, ok, cool. Et du coup, ça a été mon premier client. Et quasiment jusqu'à la fin, après, il vient de prendre la retraite, ce monsieur. Et du coup, j'ai commencé comme ça l'aventure, par des contrôles qualité, des missions de sourcing sur divers produits, des panneaux solaires, tous des produits d'isolant, du parquet. Enfin bref, je pense que beaucoup de sourcing. La liste est longue. Ça, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui vous connaissent aujourd'hui, tous les deux, et qui ne savent pas ça déjà. Et même moi, là, sur les 5 premières minutes, alors qu'on se voit très régulièrement, j'ai déjà appris plusieurs choses que je ne savais pas sur toi. Donc comme quoi, à chaque fois, à partir du moment où tu mets un micro, tu apprends plein de trucs. Tu poses pas les bonnes questions quand tu n'as pas le micro. Ça devrait être ça. Toi, Aurélien, tu as le même parcours, tu as fait exactement les mêmes choses. Toi, tu as un diplôme un peu différent. Moi, en effet, un parcours complètement différent. Donc, Yoann a une compétence plutôt business, moi, une compétence ingénierie. Donc, j'ai fait des études d'ingénieur, donc passé par le cycle classique des classes préparatoires. Ensuite, j'ai fait l'INSA de Strasbourg en génie civil. J'ai passé ma dernière année en Angleterre, fait 6 mois dans une université à Bath. Et j'ai travaillé 6 mois dans un cabinet de conseil en structure à Londres. Et après, vu que j'aimais beaucoup les études, après un premier master, je suis allé faire un second master aux États-Unis, dans la ville de Chicago, à l'Illinois Institute of Technology. Et c'était en 2010. Donc, j'ai été chercheur pendant cette année, je me suis bien plu. Et le problème, c'est que dans l'économie de la construction, en 2010, il y a eu en 2008 la grande crise et il y avait à peu près 30% de chômage dans les grandes villes sur les grandes constructions, qui me plaisait bien. Et à l'époque, c'était très dur de trouver du boulot. Donc, j'avais 2 choix. Donc, le premier choix, c'était soit de faire un PhD, de rester là-bas et de faire un PhD, ce qui ne m'enchantait pas plus que ça, même si j'aime bien faire la recherche. Et j'ai mon frère qui était là, avec lequel on avait lancé déjà aussi un projet à distance de e-commerce, de chemise sur mesure customisable. Et il m'a dit, écoute, si ça te tente, ce serait bien que tu me rejoignes, qu'on voit comment on peut faire de l'entrepreneuriat ensemble. Et je me rappelle, on était en août, vers le 15 août, et 3 semaines après, le 1er septembre 2010, 2 semaines après, j'avais les billets, j'étais à Shanghai, et je devenais entrepreneur. J'arrivais dans une ville, je connaissais absolument rien, de l'entrepreneuriat, de la Chine, du digital, et puis se lancer dans le bain directement. On va reparler de cette première aventure. Donc, avant que toi tu viennes t'installer, tu étais déjà venu avec tes parents rendre visite à Yoann, et c'était à l'époque déjà, on s'était déjà rencontrés ce week-end-là, donc c'était d'être en 2008-2009. Ouais, j'étais revenu même sans les parents après. Oui, c'est vrai aussi. Mais c'était. Mais on reviendra aussi parce que sur ça, la famille est hyper importante pour vous. Vous êtes tous très soudés. Quand tu as fait toutes ces études-là, qu'est-ce que tu voulais faire ? Enfin, tu t'imaginais que 5-10 ans après, avec ce genre d'études, tu allais faire quoi ? Même 3 semaines avant de venir en Chine, je m'imaginais absolument pas devenir entrepreneur. Je m'étais dit, bon, à distance, on va manager tous les éléments. Mais en fait, je me voyais, c'est bizarre, je me voyais pas du tout rentrer en France. Okay. Donc, soit je me voyais, je vais partir dans le Middle East, parce qu'il y avait l'économie était encore à peu près solide, il y avait encore des constructions là-bas. Mais je me voyais pas faire ça en Chine, et je me voyais rester aux US. Et puis, au bout d'un moment, quand il y a 30% de chômage
dans un secteur, et puis aux États-Unis, pour avoir un boulot, il faut prouver qu'on ne prend pas la place d'un Américain, donc ça devenait un petit peu dur. Et puis après, les finances, il faut pouvoir suivre, et puis il faut pouvoir continuer son visa derrière. Et écoute, le lien familial a fait que ni d'une ni deux, j'ai dit bon allez, on laisse tout tomber et on se lance là-dedans. Mais jusqu'au, on va dire, 15 août, je n'avais aucune idée que j'allais devenir entrepreneur, que j'allais laisser tomber une carrière quand on a 2 masters dans une compétence vraiment particulière. Et surtout, c'est des beaux masters, c'est des très belles écoles. Ouais. Et c'était ça m'a brisé un petit peu le cœur, mais d'un côté, c'était une nouvelle aventure qui était super excitante aussi, quoi. Donc assez intéressant de voir un changement de direction. C'est clair. Johan, qu'est-ce que tu as dit pour qu'ils se disent bon, allez, dans 3 semaines, j'arrive, quoi. Je pense qu'il y a eu une double attaque du père et du frère. Ils se sont mis à deux pour. Ils se sont mis à deux. En fait, on avait entre-temps aussi, on avait récupéré un projet d'un autre entrepreneur français qui était rentré en France. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. MS3, Mystery Shopping Shanghai, où on faisait des contrôles qualité pour les hôtels. Donc entre les 3 activités, le sourcing, MS3 et le site de chemise sur mesure, en fait ça commençait à devenir vraiment vraiment difficile pour moi de gérer ces 3 activités. Ouais. Je pense qu'Aurélien aurait pu trouver du boulot aux États-Unis, mais bon, après au bout d'un moment je lui dis moi je vais pas réussir à gérer tout ça, donc il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui vienne m'aider. Et voilà, il s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure. Il aurait pu retourner un moment, et puis bon bref, sur ce on s'est lancé là-dedans, et heureusement, j'ai envie de te dire, parce que sinon je pense pas qu'on en serait là où on en est aujourd'hui aussi. Donc c'était double attaque, comme il dit, avec le père qui a dû aussi bien le brainwasher pour lui dire allez, va là-bas, vous serez tous les deux sur place et au moins vous allez vous entraider et vous allez essayer de créer quelque chose tous les deux. Donc, alors parce que tu l'as un peu dit là maintenant, et j'attendais un peu parce que je trouve que c'est quand même génial. Tu as donc laissé un double master, une carrière, quelque chose aux États-Unis, etc., avec un diplôme d'ingénieur pour venir vendre des chemises en ligne. Donc, c'est ça. Donc, vous avez lancé une société qui est un peu le pivot. Quand on vous connaît, on connaît l'histoire et là où vous en êtes aujourd'hui avec IT Consultis, avec ITC. Cette société-là n'existerait pas si vous n'étiez pas passé par un échec entrepreneurial aussi, globalement. Et en fait, c'est ça qui est génial, c'est de se dire, vous étiez à fond. Donc, c'était quoi le concept de I Fashion My Shirt ? Donc, je me suis même rappelé du nom. C'est très quand je suis venu ici en 2009, donc comme tous les touristes, on est passé par le Fabric Market et la chemise customisée sur mesure à 10 € avec une très belle tenue, on va dire. Et à l'époque, on s'est dit, ça serait intéressant de vendre ça en ligne. Ouais. Et à l'époque, en 2009, on avait regardé, il n'y avait quasiment pas de site, il y avait rien qui existait vraiment. Puis avec le recul, ça paraît hyper facile de vendre des chemises en ligne. Ouais, tu vois, à l'époque, tu disais, aujourd'hui, tu imagines tout le problème. Mais... Et du coup, Noël 2009, je me rappelle, on était en Italie, et puis dîner bien arrosé. Et on se dit, allez, il faudrait qu'on se lance, ça peut être intéressant. Johan est en Chine, il peut gérer les choses depuis là-bas, et puis on voit après comment ça se passe. On embauche une société pour faire le site, et puis on avance, et puis ça doit tout rouler tout seul. Et ce soir-là, autour d'un dîner bien arrosé, on a pris cette décision de lancer I Fashion My Shirt. Donc on a trouvé le nom quelques mois plus tard. Et c'était l'idée d'amener le tailleur de Chine directement en ligne et avoir la possibilité d'avoir des chemises à des prix hyper compétitifs. On s'était lancé à 39, 49 €, incluant la livraison avec des chemises de très bonne qualité. Vous avez bossé combien de temps sur ce projet-là en tout ? En tout 2 ans. Ah, 2 ans quand même. 2 ans, entre le début... Plus que ça. Je pense que même 3 ans, quoi. Parce que déjà, il a fallu faire le site. Et finalement, c'est ça le problème de tout ça. On a mis presque 1 an pour sortir le site. Même plus, parce qu'au final, le site n'est jamais vraiment sorti, quoi. Si, on avait Facebook et tout ça, on arrivait à faire. Mais on était à peu près 3 ans, avant d'abandonner. À quel moment est-ce qu'on se dit, ok, on a essayé, on a bien essayé, ça fait 2 ans qu'on est dessus, allez, on arrête. Comment on arrive à se dire... On va arrêter les dégâts. C'est toujours difficile. Si on reprend l'exemple de MS3, à chaque fois qu'on disait... Le Mystery Shopping, Le Mystery Shopping, à chaque fois qu'on disait « Allez, c'est bon, on arrête »,
à chaque fois, il y avait quelqu'un qui nous appelait et disait ouais, j'ai 50 ou 70 magasins. Il faut que... Et à chaque fois, on se dit peut-être c'est le signe qu'il faut pas arrêter, quoi. Et là, on avait des activités qui allaient de l'avant, alors qu'avec les chemises sur mesure, on n'en a pas vendu des masses. Donc on va dire que c'était pas le plus compliqué. En fait, on était à un moment aussi de notre carrière où on avait 3 ou 4 activités. Et pour faire grossir des activités de manière organique, il faut y mettre du temps. Donc on va dire les chemises, c'était plus un business sur lequel il aurait fallu investir des dizaines de milliers d'euros pour avoir une traction. Alors que tous les autres business, c'était des business de type organique, type business classique de service, où on pouvait grossir client par client, alors que l'autre, en fait, il aurait fallu remettre la main à la poche. Et sans doute, si on avait voulu vraiment avoir une traction sur le marché, il aurait fallu rajouter 100 ou 200 000 euros, alors que les autres, on avait la possibilité de les faire grossir grâce à notre sueur. Les paliers des coûts, en fait, étaient peut-être beaucoup plus espacés dans du service qu'ils peuvent l'être sur du stock, ou acheter des textiles, etc. Et quand on avait plusieurs... du marketing aussi, bien sûr, t'as raison. Il faut acheter du client au final. Et alors que quand on avait 4 activités, à un moment donné, il fallait se dire on en choisit une par rapport, il fallait qu'on en coupe une ou deux, et au final on a choisi d'en couper 2, et ça nous a permis aussi de nous refocaliser là-dessus et d'avancer à fond, parce que sinon on n'aurait jamais pu faire les 4 activités avec les fonds disponibles qu'on avait et l'énergie qu'on avait aussi, l'expérience entrepreneuriale, parce que c'est bien de démarrer 4 sociétés à la fois, mais quand tu as 25, 27, 30 ans, c'était compliqué. C'était compliqué. Donc c'était il y a presque 10 ans. Il y a presque 10 ans. C'était il y a 10 ans. C'était il y a 10 ans. On a commencé. Moi, je suis arrivé en 2007 et fin 2007, j'ouvrais la société. Ok. Avec le recul, et maintenant tout ce que vous savez dans le digital, puisque vous êtes devenus des experts dans le domaine, qu'est-ce que vous auriez pu faire différemment pour sauver cette boîte-là ? Est-ce que c'est qu'une question d'argent ? Parce que si je t'écoute là, on dirait que il aurait fallu investir plus d'argent, etc. Mais est-ce qu'il y aurait pu y avoir autre chose de fait ? Complètement. En fait, à l'époque, c'est les investissements initiaux qui ont mal été attribués. C'est une mauvaise connaissance en fait du marché du digital, du marché de l'acquisition aussi de clients, qui nous a fait nous fourvoyer. Donc mauvaise gestion technologique du projet, avec pas forcément la meilleure technologie qui avait été utilisée à l'époque, pas la meilleure gestion de l'agence aussi qui était en charge de la programmation du projet. Et aussi un manque de connaissances de l'acquisition. À l'époque, étant un petit peu jeune et immature, penser que seuls les réseaux sociaux ou le SEO allaient nous permettre au final de monter en gamme et d'attirer les clients. Non, il y a plusieurs acteurs qui sont venus avec des dizaines de milliers d'euros. Et un des éléments aussi qui est important à considérer, en fait, c'est toujours de partir sur une MVP, un minimum viable product. À l'époque, on essayait d'avoir le plus de fonctionnalités, la prévisualisation qui allait être top. On voulait pas sortir le projet avant que tout soit parfait. Et en fait, l'idée, c'est de vraiment partir avec un proof of concept, s'assurer que tout est top. Et à partir de ce moment-là, faire un scale-up et avoir les investissements marketing et technologiques qui vont de front. Et c'est là aussi, en fait, on conseille tous nos clients aujourd'hui. Et il y a beaucoup de nos clients qui viennent nous voir et qui disent voilà, je vais investir des millions sur la technologie, mais s'ils n'ont pas de plan d'action marketing de l'autre côté, on est là pour leur montrer, leur expliquer que c'est pas forcément la meilleure solution. Ouais, l'une des erreurs aussi, c'est de faire un site ou faire un projet ou un concept qui nous plaise à nous, et pas forcément, on regarde pas vraiment ce que le client veut. Et on pense que ce que nous on veut, c'est ce que le client va vouloir. Et du coup, on est sorti avec une machine de guerre, une machine à gaz, et avec des customisations inimaginables, alors que les gens au final ils veulent une chemise blanche avec peut-être changer la couleur des boutons et se faire des monogrammes, et c'est fini quoi. Et nous on était partis dans des customisations improbables, et du coup le temps d'achat, l'expérience client était beaucoup trop longue. Il y avait trop de clics en fait pour sortir et pour aller sur le panier d'achat et pour valider la commande, parce que derrière il y a aussi la prise de mesure. Et les gens, ils n'ont pas un mètre forcément à disposition, donc ils sortent du panier d'achat, ils reviennent peut-être dans 2-3 jours, où ils oublient, et puis... Tu les perds encore. Tu les perds. Tu les perds Non. Comme on disait, ça a été un moment clé, c'est-à-dire vous avez compris que ça allait être difficile. Tu l'as dit qu'à ce moment-là, vous aviez d'autres activités qui, elles, continuaient, ou commençaient à fonctionner, on va dire.
Et c'est un peu à ce moment-là, c'est clairement à ce moment-là qu'IT Consultis est né. Ouais. Pourquoi IT Consultis est né en fait? C'est que vous aviez besoin, vous aviez un site internet, donc vous aviez besoin de ressources en interne. À l'époque, c'était un peu une nécessité d'un côté, parce que du coup, on n'avait pas de rentrée d'argent sur IFMS, et on avait un développeur qu'on payait. Plus, il y avait peut-être 1 ou 2 stagiaires qu'il fallait subvenir. Et du coup, on avait commencé à sous-traiter notre développeur à des potes, comme ça, à droite à gauche, vendre quelques journées par ici, par là, pour du coup pallier à son salaire. Et au bout d'un moment, brainstorming, pareil, toujours avec le padré. Et on regarde un peu sur le marché, tous les gens qu'on aide, ils disent voilà, tu vois, mon agence, ils ont raté ça, c'était trop cher, pas de transparence sur les prix, tout était en gros une ligne, un prix, et ils savent pas pourquoi en fait ils payent. D'accord. Et gros manque de communication entre les agences et les clients. Et nous on s'est dit on n'est pas trop bêtes. On se dit que nous, on a eu une mauvaise expérience de notre côté. On se dit pourquoi pas, aujourd'hui on a un développeur avec nous, pourquoi pas justement faire ce service-là et lancer pourquoi pas une agence. Mais à l'époque, on parle d'agence, mais à l'époque vous fixiez des WordPress, quoi. On disait sur des tout petits sites, quoi. Oui, le premier site qu'on a fait, c'est le site d'un restaurant. Il n'y avait même pas de content management system derrière. Il y avait une page. C'était 2 pages avec un formulaire de réservation. Mais oui, on était le minimum du minimum en termes de compétences. Et c'est là que, encore une fois, c'était encore à Noël. À chaque fois, les rigards à Noël, ils prennent des décisions entrepreneuriales. Et c'est vrai que c'était encore notre père qui nous poussait dans cette direction, à dire mais regardez, s'il y a d'autres qui arrivent, vous pouvez y arriver. Et on avait une stagiaire à l'époque, Flore, qui entend les discussions, on se dit si on va se lancer là-dessus, et elle dit attendez, si vous voulez vous lancer là-dessus, attendez, moi j'ai le meilleur co-founder pour vous, c'est un gros techos, il est super passionné, il connaît tout, il a le côté business et tout, et du coup elle nous met en contact, et j'appelle donc le 3e cofondateur qui s'appelle Thomas Guimau. Et au final, on s'est loupé au début, on n'a pas réussi à se contacter, et je sais pas, le message s'est perdu à un endroit, et un mois après, je le relance, et au final, on a un premier conf call. Et je lui explique, et lui il me dit c'est dommage parce que je suis en train d'accepter des offres de cabinet de conseil en e-commerce à Paris, avec un bon salaire et tout. Et avec Johan, on lui dit écoute, on a telle ambition, on aimerait bien lancer une agence digitale IT en Chine. On n'a pas d'argent, on n'a pas de clients, mais on a une grosse motivation, on a un réseau qui n'est pas trop mauvais, et est-ce que ça te dit de venir? Et elle fait bon, ok, je vois avec mes parents. Et puis 2 jours après, il prenait son billet d'avion pour nous rejoindre et pour lancer le bateau, l'aventure IT Consultis. Donc, totalement, aucun d'entre nous n'avait vraiment d'expérience, et on s'est lancé tous à l'aventure en se disant on va y arriver. Alors ça, c'était il y a 8 ans. Oui. Okay. Pour qu'on mette en perspective, et pour les gens qui ne vous connaissent pas, aujourd'hui, IT Consultis, c'est combien de personnes, c'est combien de pays, 8 ans plus tard, on en est où? Alors aujourd'hui, IT Consultis, c'est 70 personnes réparties dans 3 pays. Donc le premier, le head office, a été Shanghai. Ensuite, il y a 2 ans de ça, on a ouvert Ho Chi Minh City, au Vietnam. Donc on a une 30aine de personnes là-bas. Et il y a un tout petit peu plus d'1 an, on a ouvert Singapour, où là maintenant on a 2 personnes. Okay. Donc nos activités à Shanghai, on a un bureau de business développement et de production. Au Vietnam, on a pour l'instant un bureau de production. On est en train de travailler sur l'ouverture d'un bureau de business développement dans les prochains mois. Et Singapour, on est sur du pur business développement pour le moment. D'accord. Avec la possibilité aussi dans les prochains mois d'embaucher des ressources productives, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a une forte demande aussi sur place. Ouais. Donc aujourd'hui, à 70 personnes, 3 pays, vous ne faites plus des sites de 2 pages pour des restos? Non. C'est fini ça? Non, c'est terminé avec bien sûr les coûts de structure qu'on peut avoir.
On travaille avec soit des Fortune 500 ou des grosses sociétés du CAC 40. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on travaille vraiment sur tout type de secteur d'industrie, tout type d'industrie. Vu qu'on ne travaille pas sur du marketing, mais vraiment sur de la tech et du digital, on est capable de gérer du médical, du luxe, du FMCG. On couvre vraiment tous les secteurs et on a vraiment un panel de clients dans tous les horizons. D'accord. Et alors justement, le client idéal aujourd'hui, il vient pour vous voir pour quel type de problématique alors ? C'est pas pour faire un site web, on est d'accord ? Alors, ça vient encore pour faire un site web, mais en général, c'est des problématiques omnichannel, de digitalisation. Donc, ça va être soit un client qui va lancer son e-commerce en Chine, soit qui va avoir des besoins sur du WeChat, soit ça va être un client qui va avoir besoin de lier l'intégralité de son écosystème global avec l'écosystème chinois et l'écosystème en Asie-Pacifique. Donc, on est sur des missions de stratégie, de développement aussi d'applications, et tout ce qui va en fait nécessiter une personne qui est stratège dans le digital, qui est expert en UI UX et des développeurs derrière. Et ce qui fait vraiment la différence entre nous et notre agence, c'est notre côté stratégie, être capable d'accompagner vraiment sur le long terme des clients sur des roadmaps sur plusieurs années. Donc après, on va créer l'intégralité des touchpoints, incluant des expériences en magasin aussi. Et finalement, la finalité, elle est toujours que pour la Chine, ou finalement ça peut être des problématiques globales ou... Alors global, 100%, donc on fait à peu près 80-90% de notre chiffre d'affaires dédié en fait au marché chinois aujourd'hui. Okay. C'est quelque chose qu'on souhaite diminuer dans le futur. Pourquoi ? Parce que c'est pour ça qu'on a ouvert le bureau de Singapour il y a maintenant 1 an. Donc on a une compétence très Chine, on a une compétence APAC qu'on est en train d'acquérir. Et on a à peu près 10% de notre chiffre d'affaires qui est pour des clients en France. Donc on a aussi des très bons clients, des très bonnes relations en France et des clients qui nous font confiance parce qu'on a des équipes qui sont très internationales avec une bonne partie de nos staffs ici qui sont français, donc ils sont capables de gérer parfaitement des projets aussi pour la France. D'accord. Et comment vous répartissez alors le job entre toi, Johan et Aurélien ? Qui fait quoi ? On va dire de fonction, de titre. Je suis CEO de la boîte parce que je suis le plus vieux. Donc, c'est ça d'être le grand frère, je pense. On va dire ça. Donc on va dire la répartition. Moi je suis plus le côté finance. Après par le nombre d'années de présence à Shanghai, j'ai un réseau assez étendu, donc on va dire que je fais pas mal de PR, BD. Je ramène pas mal de clients à la boîte. Et Aurélien va s'occuper lui principalement du BD et aussi des HR. D'accord. Et donc du coup Thomas, le troisième cofondateur, lui il est plus sur la partie tech, c'est ça ? Tout à fait. Voilà, on est 4 partenaires. Quatre partenaires aujourd'hui, donc et au final donc Florian qui est le 4e partenaire et Thomas sont beaucoup plus sur la production et la gestion des équipes d'exécution derrière. D'accord. Qu'est-ce que ça fait de bosser avec son frère alors ? Je pense que c'est En fait, il y a beaucoup de gens à chaque fois qui voient ça d'un mauvais œil, parce qu'ils ont entendu ou ils ont vécu des mauvaises expériences dans leur famille, et puis peut-être parce qu'aussi ils n'ont pas l'affinité que nous on peut avoir. Depuis tout petit en fait. Vous avez combien d'années d'écart ? 2 ans et demi. Ah quand même, ok. Ouais, je sais pas. Du coup, depuis tout petit en fait, on a nos parents ils nous ont mis au judo. Donc du coup, ils voulaient pas qu'on se castagne avec les poings. Donc ils ont dit, au moins vous allez apprendre à vous maîtriser avec le judo, parce qu'ils savaient qu'on aimait bien se battre. Je gagnais toujours. Et il espérait, le pauvre. Et du coup, on a fait ça pendant un bout de temps. Après, on a joué au foot et on a joué pendant plus d'10 d'années au basket. Ouais. Donc c'est vrai que tu vois, le soir, on rentrait de l'école, on prenait le ballon et on allait jouer au basket pendant des heures jusqu'à ce qu'il fasse nuit et que la maman elle crie pour rentrer manger. Donc ouais, c'était tous les week-ends on faisait ça et ainsi de suite. Donc on va dire qu'on a toujours eu un groupe de potes commun. Donc ouais, c'était vous avez grandi ensemble. On jouait dans des équipes différentes, mais il y avait toujours des gens qui avaient soit un an de moins que moi, un an de plus que lui, donc on était toujours ensemble. Bon après moi tu vois, j'ai eu aussi la voiture du coup avant lui, donc il traînait avec moi lui.
monsieur avait le droit de sortir en boîte alors que moi pas avant mes 18 ans. Ça c'est toujours pareil. En fait, nos parents, du coup, ils disaient à Yoann, si tu veux sortir en boîte, tu peux sortir en boîte, mais à la seule condition que tu prennes ton frère. Du coup, moi j'avais 15 ans, puis j'allais en boîte, donc c'était top. J'avais tout bénef. Et comment vous départez? Enfin, aujourd'hui, il y a un problème, qui est un problème business. Qui a tort, qui a raison? Je pense qu'on a quand même pas mal de... on a une vue sur le business, je vais pas dire similaire parce que c'est pas forcément toujours le cas, mais je pense qu'on est bien complémentaires et en fait on arrive toujours à voir d'un autre angle et essayer de comprendre en fait pourquoi l'autre le voit d'un autre angle. Et même si des fois on n'est pas d'accord, après on prend assez de recul pour voir qui c'est qui peut avoir raison. Puis après des fois si tu veux, il y a des... on va dire, il y a des décisions stratégiques, déjà on pense à 2, 3, 5, 10 ans si tu veux. Et des fois, tu lances une idée et l'idée elle peut germer dans 6 mois. Quoi. Donc c'est pas forcément qui a tort, qui a raison sur des plans stratégiques. Ça revient aussi beaucoup à la certitude. Ça arrive bien souvent que sur des sujets, on ne soit pas d'accord, mais une personne est vraiment sûre de sa réponse. Ouais. Et en fait, au gut feeling, on dit non, mais là, fais-moi confiance. Je pense que j'ai raison. Et l'autre personne va dire je suis pas 100% sûr, mais vas-y, ok, du coup, on suit ta décision. Et en fait, c'est important de savoir quelles sont, d'être conscient en fait, des forces et des faiblesses de chacun. Et des fois, de dire ok. Oui, moi, j'y connais pas assez. Essayons ton idée, voyons ce que ça donne. Ok. Aujourd'hui, donc, vous avez une belle équipe. Moi, il y a quelque chose qui m'a toujours intéressé. C'est, il y a 8 ans, vous étiez avec une personne que vous aviez débarqué de France, 1 ou 2 stagiaires. Yoann, je me rappelle toute première fois où j'étais dans ton bureau, tu avais une assistante qui venait les mercredis après-midi. Aujourd'hui, il y a 70 personnes qui travaillent à temps plein, c'est ça, sur 3 pays. Comment vous avez su, en fait, créer en fait, cette structure? Parce qu'il y a l'humain, les ressources humaines en Chine, c'est hyper compliqué. Enfin, je pense que c'est compliqué dans tous les pays, mais en Chine, c'est aussi très compliqué. Et c'est le problème du chef d'entreprise et de l'entrepreneur. Et comment vous avez réussi à savoir, tiens, on va avoir besoin de telle compétence. Où est-ce que vous avez appris ça? C'est une question un peu tricky, parce que du coup, ni Aurélien ni moi, en fait, on avait de background, si tu veux, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat directement. Ouais. Vous n'avez pas travaillé dans des grosses corporations avec des équipes de 100 personnes? Non, en fait, on n'a jamais, tous les deux, on a fini nos études et en fait, on n'a jamais, à part les stages ou les travaux, les jobs d'été, on n'a jamais travaillé en fait pour qui que ce soit. Puis donc c'est quoi le point de référence? Ramasser le maïs, ça te permet pas de monter une boîte. Non, en fait, je pense que c'est apprendre en travaillant, apprendre en essayant, si tu veux. Et aussi, on s'est peut-être aussi entouré de mentors et entouré de gens qui nous ont aussi aidés. Il y a plein de trucs qu'on a mal fait, quoi, parce que je pense que si on avait mieux fait, peut-être on serait beaucoup plus, qu'on aurait grandi plus vite. Bref, il y a plusieurs choses. Après, je pense que c'est pareil, c'est vraiment le feeling des fois, tu vois. C'est les personnes que tu as embauchées à un moment donné, qui ont travaillé peut-être dans une autre société, qui t'emmènent une autre culture. Le fait qu'on est toujours parti du fait que on a quand même une grosse dominante on a 14 nationalités dans la boîte sur 70 personnes, donc c'est quand même pas mal. On n'est pas Benetton, United Color Benetton, on n'est pas loin. Et du coup, si tu veux, comme tu as pas mal de gens, que ce soit même des personnes aujourd'hui chinoises, si tu veux, qui viennent d'autres villes que de Shanghai. Donc on a toujours essayé de créer un petit peu ce cocon familial où les gens, quand ils viennent au bureau, tu vois, ils se sentent bien. Et tu vois, les gens ils restent tard, pas parce qu'il y a forcément du travail, mais ils restent tard parce que en fait ils ont pas envie de rentrer chez eux, ils préfèrent se prendre une petite bière ici, on a une PlayStation, on a une Wii, ils jouent, ils font leur truc, ils écoutent de la musique, et puis si tu veux c'est plus un côté social. Donc on a toujours essayé de garder un peu cette ambiance familiale. Je pense que nous en plus étant loin de chez nous, on a essayé d'avoir cet ADN en fait dans la boîte. Et pour revenir plus en détail par rapport à ta question, comment en fait on a appris au fur et à mesure, c'est déjà à travers notre entourage, c'est se créer un réseau de gens qui ont aussi des expériences similaires.
et de ne pas hésiter à communiquer par rapport aux challenges qu'on peut rencontrer. Étant entrepreneur, on a des challenges tous les jours, et les challenges qui nous semblaient insurmontables il y a 8 ans en arrière, aujourd'hui c'est des challenges qui sont complètement différents. Et essayer de lire un maximum, essayer aussi de s'encadrer, d'avoir les bons mentors ou les entrepreneurs ou les chefs d'entreprise autour de nous qui ont vécu des expériences similaires. Et au lieu d'aller les voir et leur dire tout va bien tout le temps, essayer d'avoir une façade, c'est pas hésiter à dire voilà, aujourd'hui ma société marche bien, mais j'ai tel problème, et avoir en fait la capacité d'interagir avec les gens et d'avoir l'humilité au final de dropper le masque et de leur dire quels sont mes problèmes. Et les gens en fait sont toujours hyper heureux et font la même chose à leur tour en disant voilà, moi j'ai tel problème, je l'ai résolu comme ça, et au final ça devient un échange. Et je pense que c'est l'une des meilleures façons d'apprendre aujourd'hui, c'est d'être capable d'avoir de l'humilité et de partager en fait ses problèmes ou même des fois ses échecs. Mais ouais, non, tu vois, en regroupant un peu ce qu'Aurélien a dit, aujourd'hui on fait partie de EO ou Entrepreneur Organization. Et c'est vrai que c'est l'une des bases fondamentales, c'est le partage. Et du coup, aujourd'hui, la question que tu me poses, comment vous êtes passé de 3 personnes à 70 personnes, mais je pense que la question va être exactement la même. Comment vous vous êtes passé, j'espère un jour, de 500 personnes à de 70 à 500 personnes. Et en fait, tu as des challenges tout au long de ta croissance. Et ils seront toujours différents. Donc, et ils te paraissent, j'ai envie de te dire, toujours insurmontables parce que c'est la première fois que tu les passes. Mais voilà, après, une fois que tu les as passés, tu te dis, au final, c'était pas si compliqué que ça. Enfin, ça reste une expérience, mais tu peux comprendre et tu peux aussi aider les gens qui en sont dans leur phase de croissance et les conseiller, comme toi, tu as été conseillé pour en arriver là. Donc, l'expérience sharing, je pense que c'est très, très important parce que en tant qu'entrepreneur, tu peux pas forcément parler avec tout le monde et il n'y a pas tout le monde qui peut te comprendre. Donc avoir ce regroupement d'entrepreneurs où justement on est assez ouvert, enfin même très ouvert sur la façon dont on manage nos business et sur se donner des conseils les uns les autres, ça aide pas mal sur... Vous avez bien sûr vu le discours de Steve Jobs quand il reçoit ses diplômes, et il dit quelque chose où en fait... qu'on prend des décisions et finalement les points, on n'a pas l'impression qu'ils ont du sens, on est obligé d'aller à gauche plutôt qu'aller à droite, et finalement quand on regarde derrière nous et avec le recul, on se dit finalement tout ça a bien connecté, ces points-là, ils vont pas connecter comme ça quand tu regardes en face de toi, mais finalement avec le recul, c'est logique qu'on soit arrivé là parce qu'il s'est passé ça, on a fait telle décision, etc. Est-ce qu'aujourd'hui vous le voyez comme ça? Est-ce que vous dites finalement c'est logique et ça a été facile? Peut-être pas facile dans le sens hyper facile, les mains dans les poches, mais en tout cas, c'est coulé de source, en fait, tout ça? Alors, logique et facile, logique sans doute, facile non. Peut-être qu'il y a des entrepreneurs ou des chefs d'entreprise qui vont prendre le micro et qui vont dire aux gens que la vie d'entrepreneur c'est super, c'est trop bien. Non, franchement, je crois pas qu'il y ait quelqu'un qui dise ça. Mais la vie d'entrepreneur, enfin, comme la plupart des vies de chefs d'entreprise ou autres postes, c'est jamais facile. Donc on aime bien, en plus on aime beaucoup se challenger, on se fixe toujours des objectifs qui sont très hauts et on essaie toujours de les atteindre. Donc facile, non, on va continuer. On s'est challengé les 8 dernières années et on va continuer à se challenger encore énormément. Parce qu'on a des objectifs qui sont très ambitieux. Il y a eu des moments où vous auriez voulu, vous vous êtes dit, de la même manière qu'avec les chemises, on se dit, ça fait 2 ans, on n'avance pas, on arrête. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit, ITC, on arrête, on passe à autre chose? Je pense que l'une des chances aussi qu'on a, entre nous deux, on a des... heureusement d'ailleurs, on a des creux à des moments différents. Heureusement. Donc en fait on arrive aussi à se motiver, on a aussi la chance d'avoir le support de nos parents et ça aussi c'est appréciable. Et enfin, juste pour dire en ce moment je suis en train de lire un livre par exemple Obstacle is the Way. Et tout ce que tu fais dans la vie, en fait, il y a un obstacle. Ouais, c'est sûr. Et peu importe que tu traverses la rue ou que tu montes une société, si tu te dis en fait, je m'arrête parce que en fait, je sais pas comment créer une société et tu vas pas te renseigner comment créer la société, en fait, tu créeras jamais de société. C'est comme apprendre à marcher, quoi. Donc, il y a tout, peu importe, t'as toujours des obstacles, que ce soit le matin quand tu te lèves, quand tu vas manger et tout. Et c'est comment, en fait, tu arrives à encaisser
et les voir d'une façon différente, et pas te dire en fait c'est insurmontable. Non, en fait, ouais, si tu le prends négativement et tu le vois comme un problème, forcément c'est déjà plus compliqué. Si dans ta tête tu dis en fait ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'entrepreneuriat, et je veux aller là dans tous les cas, je me suis fixé tel objectif et je vais y arriver, peu importe, et je vais trouver les solutions. Déjà ton mindset il change énormément. Après chacun a ses capacités, tu vois. Il y en a qui sont nés pour courir, faire 50 triathlons en 50 jours. Très bien, ils ont le corps pour le faire, et puis tu as des gens qui ont le cerveau pour faire des choses. Donc après, c'est plus comment, chacun est fait différemment, est-ce que c'est difficile et tout, et comment tu gères tes émotions, c'est aussi un problème, et comment en fait tu apprends en fait tous les jours, et comment tu es capable de t'analyser en disant voilà, j'ai reçu telle émotion, c'était une émotion négative, comment j'arrive à faire en sorte que ça ne revienne pas, ou à l'outrepasser pour justement en faire quelque chose de positif derrière. Et on fait pas mal de travail aussi sur nous-mêmes, pour justement, ok, t'as une mauvaise nouvelle, bon écoute, qu'est-ce qu'on fait? De toute façon, être énervé, ça va pas la résoudre, être triste, ça va pas la résoudre, bon elle est là, maintenant il faut agir, quoi. Donc c'est pas facile, mais... Ouais, mais c'est ce que je me dis en fait en t'écoutant, et par rapport à ce que tu disais aussi avant, c'est que finalement le fait que vous soyez frères, et qu'il y a eu des moments où vous avez pris des décisions où toi tu n'étais peut-être pas d'accord avec lui, mais tu as dit bon, je te fais confiance, on y va. Le fait que vous soyez frères vous êtes peut-être obligé d'accepter d'aller dans des directions que vous n'auriez pas voulu, mais de dire, si ça avait été un business partner ou un employé, de dire bon bah non, je suis pas d'accord, et puis on va à la friction et la séparation est terminée. Alors que là il y a peut-être des moments en disant bon bah, je suis un peu obligé de lui faire confiance, et peut-être d'avoir un niveau de tolérance un petit peu plus haut, ce qui fait que vous n'allez pas peut-être vous engueuler pour n'importe quoi, vous êtes obligé de vous faire un peu confiance aussi sur certaines prises de décision, et c'est peut-être ça aussi qui vous a facilité certains moments difficiles en se disant bon bah moi ça va pas, mais toi ça va super bien, tu es en train de me tirer, et j'imagine que ça a dû aider aussi à certains moments. Si on réfléchit à l'avenir, on a beaucoup parlé du passé, maintenant dans 5 ans on se voit où? On se reparle. Vous avez déjà changé 2 ou 3 fois de bureau, je crois, donc déjà dans 6 mois on se reparle, vous avez changé de bureau, j'imagine. Nouveau bureau, c'est ça. C'est garanti, ok. Dans 3 mois. Dans 3 mois. Mais dans 3-5 ans on se parle, on en est où? On se fait quoi alors? On en est où? On se fait quoi? C'est toujours la question, en fait. Tu passes par des phases, tu vois. Tu m'aurais posé ça tu m'aurais dit ça à Noël, je t'aurais donné encore une réponse différente. Et aujourd'hui, on est dans une phase, je ne vais pas dire que c'est tout rose, mais quand je vois certaines sociétés aujourd'hui qui arrivent à monter à 1000, 2000, 3000, 5000 personnes, et en fait après ça devient les problématiques managériales, entrepreneuriales deviennent complètement différentes, et c'est là où ça devient super intéressant, parce que ce qu'on faisait quand on avait 3 personnes, où c'était quand même beaucoup de micromanagement, ce qu'on fait aujourd'hui en étant 70, et ce que je m'imagine pouvoir faire quand on sera 300 ou 500, c'est complètement différent. Et là, je pense que ça devient beaucoup plus divertissant, et beaucoup plus... ton panel d'action est différent. Et plus intéressant, tu travailles sur la stratégie de la boîte, tu travailles sur l'expansion, tu travailles sur des choses qui, au final, c'est là où on voit vraiment grandir le bébé, et on pourra en retirer les fruits à ce moment-là. Et c'est ça qui vous drive finalement, le fait que tous les matins vous vous levez et que vous bossez, c'est le fait de voir, comme dans un jeu vidéo, en fait on va aller voir le niveau d'après, et quel est le big boss, et c'est ça, est-ce que c'est ça qui vous drive? Parce que c'est pas le chiffre d'affaires, je vous connais assez, c'est pas une question d'argent à la base, même si bien sûr c'est important, mais l'argent en fait de la société, elle est plus faite pour le réinjecter et pouvoir emmener la société à un autre niveau, c'est pas simplement de se le mettre dans les poches, donc ça c'est clair, mais du coup c'est pour vous, qu'est-ce qui vous drive tous les matins? Je pense que côté, je vais pas dire l'ego, parce que ça peut être négatif aussi de voir ça, je pense qu'il y a un côté passion. Côté que en fait on se voit pas faire autre chose, tu vois. Je me suis jamais imaginé être employé. C'est ça, d'accord. Ouais, pour moi rien que d'y penser ça me donne des démangeaisons.
Donc, je sais pas, pour moi, être entrepreneur, en fait, ça paraît naturel. Et si c'est pas ça, ça rebondira sur autre chose, si tu veux. Et c'est juste, au final, c'est une passion, quoi. C'est beaucoup peut-être de headache, de mal de tête et d'arrachage de cheveux. Mais au final, tu vois, je me vois pas vivre aujourd'hui autrement, tu vois. Et à chaque fois que je vois un problème, j'imagine déjà un business derrière, quoi. Et enfin, tu vois, c'est intuitif. Et toi, Aurélien, qu'est-ce qui te drive le matin? Qu'est-ce qui fait que la boîte, tu continues à la pousser comme ça? Intéressant comme question. Déjà, c'est peut-être un rêve d'enfance. On a une famille qui a été dans l'entrepreneuriat. Nos grands-parents, du côté de mon père, notre père avait une petite charcuterie. Et du côté de notre mère, notre grand-père avait monté une société de construction dans les îles, dans le Pacifique. D'accord. Et il avait réussi à monter à plusieurs centaines d'employés. Et ça a toujours été un peu l'exemple à suivre. Et quand on était petit, on parlait de lui comme c'était le héros de la famille. Et c'est vrai que c'est un peu l'empreinte qui restait dans la tête, c'était de dire on va essayer de créer quelque chose qui va être aussi beau, aussi gros que ce qu'il a fait avec donc lui et ma grand-mère. Notre grand-mère, et c'était ça a été un des drivers. Les autres drivers qu'il y a, c'est bien sûr l'expérience entrepreneuriale, de dire qu'on grossit quelque chose de sympa. Et aussi, ça a été un des rêves depuis le début, c'était aussi de se dire comment on est capable d'influencer positivement aussi un maximum de personnes donc qui sont au sein de la société en leur donnant une formation, un contexte et un cadre intéressant dans lequel au final ils vont se sentir challengés dans le bon sens du terme, mais ils vont rentrer chez eux avec une énergie qui va être positive. Donc comment en fait créer une société dans laquelle les gens vont se sentir heureux et à partir du moment où on a réussi à influencer la vie d'un certain nombre de personnes, on peut se dire qu'on a peut-être réussi dans notre vie. Qu'est-ce qui est le plus dur aujourd'hui dans le management de cette société finalement? C'est de garder cette cohésion-là, de réussir à transférer ces valeurs? Ouais, c'est garder le contact humain. On a 70 personnes qui sont sur 3 pays et en fait on s'aperçoit c'est dur des fois de passer du moment comme on faisait à l'époque où on buvait des bières avec tout le monde, on allait discuter, on allait prendre la température de tout le monde. Il y a plusieurs échelons qui se sont mis au milieu et des fois ça fait juste du bien de passer un petit lunch ou d'aller boire une bière avec un des membres de l'équipe et ça permet de vraiment reconnecter et de se dire en fait la passion initiale c'était vraiment l'énergie humaine et en fait c'est garder constamment cette énergie, en fait c'est un peu un driver quoi. Et ça va être l'une des complexités si demain on a 200 personnes mais il va y avoir encore plus d'échelons et comment on arrive à garder cette passion, ce drive, parce que pour nous la connexion humaine c'est vraiment quelque chose d'important, donc il faut essayer de pas perdre ces connexions avec tous les gens en fait au sein de la société et d'avoir la porte toujours ouverte et toujours avoir un maximum d'empathie envers tout le monde et c'est ça qui fait aussi avancer les choses. Donc d'ici 3 ans, vous êtes passé à 500 employés. Vous avez combien de villes, combien de pays? Déjà 200, ça serait déjà pas mal. On va dire partout en Asie-Pacifique. Ça vous fait jamais peur de se dire on va passer à 200 employés? Parce que j'entends toi qui me dis Johan, non c'est excitant, j'ai hâte de voir les problématiques qu'on va avoir et comment on va les régler, etc. Mais d'un autre côté il y a aussi le risque, la lourdeur du système. C'était un peu pareil, tu sais, quand on avait 5 employés, on s'imaginait même pas avoir 70 employés, tu vois. Maintenant je me dis on va pas s'arrêter là quoi. Donc non, mais en plus quand tu commences à travailler, tu peux parler de lourdeur du système, c'est sûr qu'on a beaucoup plus de process, on a ça devient une machine quoi. Mais du coup les tâches, avant on faisait toutes les tâches alors que maintenant on fait moins de tâches et chacun est responsable de ses tâches, donc tu dispatches la responsabilité sur les membres de ton équipe, sur tes collègues, donc c'est vrai que c'est différent. C'est différent. Un point qui est aussi important, et arrêtez si je me trompe, mais
vous vous êtes développé par vous-même, c'est-à-dire que c'est des fonds propres, vous n'avez pas d'investisseurs, vous allez continuer à vous développer comme ça, ça changera peut-être pour l'avenir, mais est-ce que ça reste une priorité, c'est un objectif à moyen terme? C'est dans les questions aujourd'hui qu'on se pose. Comme tu l'as dit, on est self-funded depuis le début. On a commencé avec un capital de 10 000 euros. Donc ouais, on regarde un peu les options qui peuvent s'offrir à nous, que ce soit pour accélérer notre croissance. Donc soit aller chercher un investisseur, soit aller chercher auprès d'une banque un crédit ou un truc comme ça pour pouvoir justement pouvoir aller plus loin et plus rapidement. On n'est pas pressé non plus, mais je pense que si ça peut nous donner un coup de boost, surtout en étant en Chine, aujourd'hui on n'a pas le droit au crédit, bien sûr, en étant étranger. Donc quand on voit nos compétiteurs en France qui eux ont des facilités de paiement, des facilités de ci, des facilités de ça, c'est sûr qu'au final on joue pas sur le même terrain. Bien sûr. Et on est quand même désavantagé. Je vais pas dire que si on avait été en France on aurait été plus rapide, ça aurait été mieux et plus beau. C'était ma prochaine question. Mais je répondrai plus dans le détail, mais on se dit qu'avec Aurélien, si forcément on a un bureau en France et on a un support financier qui est avec nous, ça peut nous aider aussi sur un développement en Europe, un développement aux États-Unis. Puis vous permettre de respirer aussi un petit peu, parce qu'on est sur des business avec des cash flows difficiles, des termes de paiement difficiles, des grosses sommes. Oui. Puis, tout ça, c'est compliqué. Au final, sur des business comme ça, tu peux des fois te retrouver en fait à gouverner ton business par rapport à ton cash flow et pas par rapport à ta profitabilité. Tu fais des erreurs managériales. Tu peux faire une super profitabilité, mais derrière le cash flow étant pas celui qui devrait être, tu peux pas avoir la croissance voulue, tu peux pas prendre les projets nécessaires à ta croissance. Bien sûr. Ou embaucher les bonnes personnes. Voilà, c'est un des challenges que toutes les sociétés, en fait, tous les entrepreneurs, et tu connais très bien aussi, Greg, ce problème-là, tous les entrepreneurs en Chine vont avoir le même souci. Nous, au final, une bonne solution, c'est aussi de grossir à l'étranger et pourquoi pas aller chercher des aides dans ces pays-là. Et justement, alors, la question laquelle tu avais commencé à répondre, c'était de dire, c'est une question que je pose souvent aux entrepreneurs qui ont démarré leur business ici, qui est de se dire, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire la même chose en France ? Est-ce que vous en seriez arrivé au même point ? Est-ce que vous êtes déjà posé la question ? Ouais, en fait, il y a beaucoup de gens... Je sais pas si c'est par jalousie ou quand t'es en France, tu parles avec eux, il y a certaines façons de dire ouais mais c'est facile, vous êtes à Shanghai. Je sais pas. En fait, c'est aujourd'hui si tu me demandes quelles est les modalités pour créer une société en France, je saurais même pas te le dire. Je l'ai étudié, mais ça fait tellement longtemps, je m'en souviens pas. Je serais plus capable de te dire comment faire en Chine parce que on l'a fait à multiples reprises. Mais est-ce que ça aurait été plus facile ? C'est une question qui est super compliquée parce que tu vois, je lisais un livre où il disait tu avais des Polonais qui étaient spécialisés dans la couture, ils n'arrivaient pas à vivre en Pologne, ils sont allés à New York. Bon, c'était l'époque où tout le monde avait besoin parce que c'était le rush vers les États-Unis. Et tout le monde avait besoin d'habits. Donc ils étaient là, ils avaient la connaissance, ils avaient le métier. Et là, ils ont fait des millions. Après, la deuxième génération, ils sont devenus médecins. La troisième génération, ils sont devenus lawyers. Donc ils étaient là au bon moment, au bon endroit, au bon moment, avec la bonne compétence. Nous, on n'avait pas de compétences. Mais j'ai envie de te dire, de toute façon, il y a des opportunités partout. Peu importe ce que tu fais, si tu as envie et tu as envie d'entreprendre, peu importe le métier, le service que tu veux faire, tu peux toujours trouver quelque chose et être... plus fort que l'autre en fait, pas plus fort mais t'en sortir mieux que les autres. Donc il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de facteurs donc moi je me dis que dans l'apprentissage et le développement, on le sent bien sur l'interview qu'on vient de faire déjà, on le voit que vous êtes entouré, vous essayez de vous entourer. J'ai bien aimé ce que tu disais Aurélien aussi sur l'impact positif que vous essayez de donner à vos employés, mais je vous connais assez aussi sur la communauté, vous essayez aussi de transmettre ça au-delà de tout simplement d'avoir un lien hiérarchique ou de payroll, et ça va avec la communauté autour de vous. Aujourd'hui, tu as mentionné tout à l'heure Johan, EO, Entrepreneur Organization. Aurélien, avec moi, on est très impliqué à la French Tech. Donc vous faites partie de beaucoup d'organisations comme ça. Est-ce que c'est plus pour donner et partager, ou est-ce que vous arrivez à en prendre aussi quelque chose, vous tirez quelque chose de ces organismes ? Alors IO, ça avait l'air assez évident. Ouais,
tous les, sur la communauté, on part du principe de le plus tu donnes, le plus tu reçois. Donc des fois en effet c'est dur parce que tu tapes des semaines de 50, 60 heures de boulot dans ton bureau et tu vas passer à 10 heures ou à 15 heures de fois dans la communauté, un dîner ici, un rendez-vous le matin, tu vas connecter les gens, mais au final plus tu rends service aux gens et plus les gens auront envie de te rendre service à un moment donné. Donc le nombre de connexions qu'on a fait pour que les gens puissent trouver du boulot, pour faire du matchmaking en termes de société, ou même en termes de mentoring. On a plein d'entrepreneurs qui viennent nous voir, qui nous disent voilà Aurélien, tu as fait ça, comment tu as fait, qu'est-ce que tu ferais si tu étais à ma place? Et c'est quelque chose qui nous arrive de plus en plus. Et en fait, l'état d'esprit qu'on a par rapport à ça, c'est toujours garder la porte ouverte. Ça m'arrive même d'avoir des gens qui arrivent, même des stagiaires, qui m'envoient un message sur LinkedIn et qui me disent Aurélien, voilà, j'ai telle ambition dans la vie, j'aimerais bien faire ça. Est-ce que tu pourrais m'accorder un café, le temps d'un café? Et j'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non, même si des fois j'ai des semaines, j'ai 70 heures devant moi et que je vais prendre énormément de temps sur ma vie privée. Je prendrai toujours ces 30 minutes. Pourquoi? Parce que j'aurais bien aimé qu'il y ait une autre personne, un chef d'entreprise qui à un moment donné prenne ces 30 minutes. Donc oui, surtout, après on essaie de se focaliser sur bien sûr des organisations qui nous permettent d'avoir le meilleur retour sur investissement, mais c'est quand même assez passionnant et c'est surtout quand tu as des gens qui reviennent te voir après, quelques années après, qui disent merci, voilà, grâce à toi j'ai pris cette décision-là et ça a changé au final ma vie ou mon business, ça n'a pas de prix. Ouais. Tu te souviens, vu que tu es arrivé un peu après, alors tu as bénéficié, j'imagine, un petit peu du réseau de Johan et du coup des amis qu'il pouvait avoir tout de suite. On a été un peu obligé de t'accueillir quand tu es arrivé. Mais est-ce que tu te rappelles justement de quelqu'un qui t'a accordé, alors peut-être sans le nommer, on s'en fiche, mais justement d'un moment où tu t'es dit ah bah tiens, si c'est comme ça Shanghai, moi je vais rester, ça va être top et j'aimerais pouvoir donner. Est-ce que ça est arrivé ou tu te souviendrais ou... Ouais, en fait, tu fais ta propre pierre. T'es pas obligé de balancer des noms. Ça, moi, je me rappelle d'un mec qui s'appelle toujours d'ailleurs Grégory Prudomo et qui me avec rappelle... un H et 2 M à 8 ça. Voilà. Okay. Grégoire de temps en temps, il y a des gens qui l'appellent Grégoire aussi. Donc qui à l'époque en fait m'avait vendu Shanghai avec une note très positive. On parlait de tout l'écosystème, de ce que je faisais à Chicago, mon implication dans les différentes associations aussi que j'avais à Chicago. Et je me rappelle que tu me disais à l'époque, putain, mais si tu viens à Shanghai avec ton background, avec ton énergie, avec tu vas cartonner, et avec ma coupe de cheveux, voilà, tu vas cartonner, tu vas vraiment... et en fait, je me rappelle, c'était vraiment un feedback très positif. Et je me rappelle, à l'époque, vous faisiez tous les deux partie de la JCEF. C'est vrai, ouais. Et il y avait vraiment une communauté en fait, de Français qui, on avait l'impression, qui pouvaient tout réaliser. Tu avais un mec qui se disait tiens, je vais me lancer dans la restauration, tiens, je vais me lancer dans cette industrie ou dans celle-là. Et tu avais une espèce d'énergie où en fait, tu voyais les gens, ils se retrouvaient un mardi ou un jeudi soir pour boire des bières. Et il y avait une espèce d'énergie entrepreneuriale et de fraternité qui était top. Et, je t'ai pas menti, globalement. Et tu m'as pas menti. En fait, cette énergie-là, alors je sais pas si elle existe encore dans cette organisation-là, mais moi, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché à l'époque et qui était vraiment une des raisons pour laquelle j'avais confiance en venant en Chine et confiance que j'arriverais à vraiment tisser des liens. Ça remonte, ce que tu as dit, ça m'a fait repenser aux bonnes énergies, aux amitiés qui avaient été créées à ce moment-là, et du coup ça on remonte très loin quoi. Ah non, c'est 2008 2009 quoi. Et non, moi je me rappelle très bien de la toute première fois où j'ai vu Johan, puisqu'il y avait moi j'avais un problème sur un client et ils avaient besoin d'une solution. C'était à l'époque d'un portage de VIE et il y avait une liste, moi je te connaissais pas encore. Et on s'est appelé le matin et du coup on a déjeuné, on a dû s'appeler à 10h, 10h30, on s'est dit qu'est-ce que tu fais à déjeuner, et on a déjeuné ce jour-là et je me rappelle très bien où on a mangé en plus, à People Square, au café du métro. Je me rappelle de mon premier voyage à Shanghai, un week-end à Moganshan où il y avait un barrage. La grande époque. Et ça avait été ton premier voyage. C'était mon premier C'était son premier voyage. Waouh.
Et alors tout ça, on le voit, il s'est passé plein de choses, ça a été super intéressant, vous êtes plein d'énergie. Johan, on en a pas parlé, mais tu es aussi très impliqué donc, dans les restaurants Urban Thai et Urban Tuk Tuk. Ouais. Ça, c'est parce que tu n'avais rien à faire le week-end que tu t'es lancé là-dedans. Voilà. Le soir et le week-end, il fallait bien le trouver, je suis pas sûr. Voilà, je pense que ça, on en fera un podcast, mais un épisode dédié en anglais sur Food Tech Confidential. Et on parlera de ça, de ce que tu as lancé avec les restaurants, le Cloud Kitchen qui est en train d'être mis en place pour du full delivery, Lema, Meituan. Enfin, un business model très intéressant qui est en train de casser un peu les codes et très à la chinoise en fait. Et on en reparlera plus longuement. Quand vous êtes parti en Chine, quand toi tu as décidé de rejoindre, vous avez des amis en France, est-ce qu'ils ont compris pourquoi vous étiez, qu'est-ce qu'ils pensaient que vous faisiez en Chine en fait? Ils comprenaient pourquoi vous restiez? Toi à l'époque tu faisais du sourcing, tu faisais des vélos, après toi tu as décidé de plaquer tout ça pour venir faire des chemises. Enfin, il n'y a pas un moment où vos amis vous ont dit mais pardez la boule Si, surtout à l'époque. Du coup c'est plus des amis maintenant. Surtout, exactement. Si ils nous écoutent. Exactement. Non, mais à l'époque, c'est vrai qu'en 2010, il n'y avait pas forcément une image très positive de la Chine. non. En 2008-2010, les gens regardaient la Chine comme l'usine du monde, comme des copieurs, et en fait, c'était assez mal vu. C'était assez mal vu. Les gens disaient qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Ouais, non. Alors que maintenant, la mentalité des gens, ils disent t'es en Chine? Ah ouais, non, mais la Chine, c'est extraordinaire, c'est magnifique. L'innovation, mais comment les Chinois y font. Donc maintenant il y a une certaine curiosité positive, alors qu'avant il y avait une espèce de dégoût. Donc c'est assez intéressant. Puis vous avez eu aussi des articles, vous êtes médiatisé, vous passez souvent dans des trucs, donc en fait vos familles ils voient aujourd'hui que ok, ça a l'air d'aller pour eux globalement. Donc ça doit rassurer aussi beaucoup. Quoi. Non, c'est vrai que dans notre ville à Montélimar, il y a une certaine fierté par rapport à ça. Et il y a vraiment une énorme évolution bien sûr que tous les Français connaissent de la perception de la Chine en France. Est-ce que vous avez dans la tête un pays dans lequel aujourd'hui vous managez l'ensemble du groupe depuis Shanghai, mais est-ce que vous diriez dans quelques années moi j'irai lancer l'Indonésie ou l'Australie? C'est quelque chose qui est complètement envisageable ou vous savez pas trop pour l'instant? En fonction des opportunités. Ouais. Je pense que c'est un peu, pour l'instant, on est encore content d'être à Shanghai, malgré le temps de ces derniers jours. Mais non, ça va dépendre. Ça va dépendre. Ça fait combien de temps que tu es à Shanghai, toi, en tout, Ça là? va faire 12 ans au mois d'avril. Ok, donc ça commence à faire. Toi, ça va faire 10 ans? 8 ans. 8 ans, pardon. Ça va faire 9 ans en septembre. Ouais. Donc non, on regarde, on étudie. Est-ce que ça peut faire du sens un jour de revenir en France? Est-ce que ça peut du sens d'aller aux États-Unis? La Thaïlande, on aimerait bien aussi avoir un peu de chaleur et je pense que économiquement ça peut être aussi un projet viable. On est à voir quoi. Ouais. C'est de toute façon, je pense que les décisions se feront aussi en fonction de nos vies personnelles aussi à un moment, parce qu'on a quand même aujourd'hui, on va dire que la priorité ça reste le boulot, mais un jour ou l'autre, il va falloir aussi voir la vie personnelle. Ouais. Ok, très bien. Il y a quelque chose que j'ai oublié de vous demander. Qu'est-ce que tu as oublié de nous demander? Non, je pense. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais dû poser à ton frère que je n'ai pas posée? Tiens, ça, elle est pas mal. Johan, j'aurais dû poser une question à Aurélien ou pas? Qu'est-ce que tu aurais pu lui poser? On se la garde en off peut-être. Je vais y réfléchir. Peut-être tu pourras la mettre dans les sous-titres, comment ça s'appelle? Dans l'article qui illustre. Dans l'article, ouais. Alors justement, si les gens ils veulent en savoir plus sur vous et puis sur votre activité, le mieux c'est de les renvoyer. Vous êtes très actif sur LinkedIn. Ouais. C'est peut-être le meilleur lien. Ouais. Et le site internet? Ouais, LinkedIn ou le site internet d'IT Consultis, c'est les deux peuvent le faire, mais le mieux, pour une connexion privée, c'est beaucoup mieux sur LinkedIn, c'est beaucoup plus facile. J'invite tout le monde à Shanghai, en tout cas vous faites souvent des conférences, je sais qu'à Singapour aussi, maintenant Adrien fait aussi souvent des présentations, donc avec votre LinkedIn en fait vous êtes assez actif. Ouais. Je mettrai tout ça dans l'article qui va avec cet épisode, et puis je vous remercie. Merci à toi Greg. Merci Greg. Allez, au revoir. Au revoir. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Moi, j'ai passé un excellent moment avec Johan et Aurélien. C'est toujours agréable de pouvoir échanger avec des entrepreneurs qui ont une histoire aussi inspirante. J'espère que ça va vous inspirer aussi. N'hésitez pas à les contacter, prenez les commentaires de cet épisode et vous verrez en fait l'article avec tous les liens pour pouvoir les suivre sur LinkedIn. Ils sont très actifs, ils donnent de leur temps, ils participent à beaucoup d'associations. Ils
font beaucoup de mentoring, de coaching, ils ne seront jamais avares d'un petit rendez-vous, d'un petit coup de téléphone. Ils voyagent beaucoup sur la zone, mais je pense qu'ils trouvent toujours un moyen de discuter avec des entrepreneurs qui ont des bonnes idées, des projets et qui ont besoin d'un petit peu de guidance, on va dire. Donc faites-le pour ça. C'est exactement la raison pour laquelle je fais Backstage, en fait. C'est exactement ça, c'est de pouvoir identifier des profils intéressants, de vous les présenter, de mettre en avant des gens qui ne seraient pas mis en avant ailleurs. On est aujourd'hui sur un moyen donc les podcasts, on est sur un moyen d'information très différent, indépendant. Je ne mets pas en avant forcément des gens basés, qu'on aurait déjà vu, basés à Paris ou ailleurs, dans d'autres grandes villes et qu'on a l'habitude de voir. Je mets en avant des gens qui travaillent au jour le jour, des entrepreneurs avec des projets souvent très différents et surtout un terrain de jeu qui peut paraître challengeant, mais finalement vous voyez qu'il y a une communauté assez importante en Asie. Donc si vous décidez de vous lancer dans un projet, n'hésitez pas d'écouter les épisodes Backstage. Sur les 40 et quelques épisodes qu'il y a eu so far, il y a quelqu'un qui peut vous aider, il y a quelqu'un qui a forcément quelque chose qu'il a fait, une aventure, une expérience qu'il peut partager avec vous. Donc n'hésitez pas à prendre contact. Vous avez toutes les informations sur le site nextstephub.com dans la section podcast Backstage. Comme vous le savez, on travaille sur le lancement d'un tout nouveau podcast en anglais. On m'a aussi demandé de faire Backstage en anglais et d'interviewer cette fois-ci des anglophones. C'est quelque chose qui n'est pas complètement off the table, on va dire, mais pourquoi pas, on y réfléchit, on va voir si ça a du sens. L'idée, c'est de vraiment faire quelque chose qui apporte une vraie valeur à la communauté. Et je pense qu'en anglais, il y a déjà beaucoup d'acteurs, beaucoup de shows qui existent. Maintenant, on peut y réfléchir aussi. Si vous avez des idées, des commentaires, une manière d'améliorer tout ça, n'hésitez pas à me le dire. Envoyez-moi des messages, vous trouverez mes coordonnées très facilement. Grégory Prudhomme, vous trouvez mon nom quelque part sur l'une des plateformes des réseaux sociaux, sur le site web. Bien sûr, n'hésitez pas à me dire ce qu'il en est. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. Merci encore.